Bonus. Trax. Vous le savez, Warhammer 40 000 est un pot pourri d'influences et de références sublimé par 10 éditions et des centaines d'auteurs. Mais parmi ces œuvres qui ont marqué l'univers de science-fiction de Games Workshop, il y en a une qui pourrait éclipser toutes les autres. Une qui est à la mode en cette année 2024 avec la sortie d'un film et bientôt d'une nouvelle série. Je veux bien sûr parler de Dune. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider. Souvenez-vous, il y a 2 épisodes de cela, nous avons inauguré un nouveau format dédié aux influences des jeux les plus célèbres de Games Workshop. Et il se trouve que ce format vous a vraiment plu, donc j'en profite pour vous remercier. Et puis je me suis posé la question, comment j'enchaîne ? Et je me suis dit qu'il était temps de laisser l'originalité de côté pour miser sur l'œuvre qui est celle qui a peut-être le plus influencé Warhammer 40 000, à savoir Dune, si on le prononce à l'anglaise, mais Dune dans notre beau pays qu'est la France. Mais au juste, c'est quoi Dune ? C'est à l'origine un roman de 1965 qui a été écrit par un certain Frank Herbert, d'abord publié en 2 parties sous la forme de 2 serials qui ont été publiés dans le même magazine. Ça nous raconte l'histoire d'un monde féodal mégalactique et notamment l'histoire du jeune Paul Atreides ou Atréide en français, qui va se retrouver au centre d'une toile faite de politique, de religion, de technologie et même d'écologie, puisque c'est un bouquin assez avant-gardiste sur cette question. Alors bien sûr, c'est une œuvre qui a eu une influence considérable sur la science-fiction, pas que sur Warhammer 40 000, à tel point que la référencer activement est devenue difficile tant elle est essentielle aux univers de SF qui ont suivi, un petit peu comme le Seigneur des Anneaux pour la fantasy si vous voulez. Alors avec un bagage pareil, on peut s'en douter, Dune a connu un certain nombre d'adaptations, jusqu'à ce récent nouvel âge d'or qu'on est en train de vivre, avec les 2 films de Denis Villeneuve et la série Dune Prophecy qui arrivera cette année. Avant ça, c'était Alejandro Jodorowsky, donc réalisateur culte, qui avait tenté de l'adapter dans un grand chantier cinématographique dans les années 70-80, un chantier qui est au moins aussi légendaire que l'univers de Dune parce que il a fini par inspirer d'autres franchises, tant il a créé de la matière et des travaux préparatoires qui ont finalement été recyclés par Hollywood. On peut notamment citer la saga Alien qui a repris plusieurs designs de ce projet de film avorté et qui sera du coup quelque part un petit peu récupéré par David Lynch dans son film en 1984, donc 3 ans avant les débuts de Warhammer 40 000. Le roman aura aussi été adapté en série sur Sci-Fi au début des années 2000, et bien sûr, la suite de ces romans est déjà connue depuis bien longtemps par les lecteurs et les lectrices, puisque Herbert a écrit 5 suites à son roman original, puis son fils, Brian, ainsi que l'auteur Kevin J. Anderson ont poursuivi la série jusqu'en 1999. Voilà pour une brève présentation de l'univers de Dune, on va parler un petit peu plus de celui-ci dans les détails, mais si vous avez envie d'aller encore plus loin, je ne peux que vous recommander d'aller checker le podcast C'est plus que de la SF de mon ami Lloyd Cherry, qui est un peu le spécialiste français de Dune et qui a fait de nombreuses émissions, mais aussi un MOOC autour de cet univers. Donc voilà, je mettrai des petits liens dans les descriptions, vous pourrez aller checker ça pour parfaire votre connaissance de l'univers de Frank Herbert, qui, vous l'aurez compris, est un sacré morceau. Pas étonnant donc qu'il ait inspiré Warhammer 40 000, qui est un petit peu l'univers agglutinant par excellence, qui a piqué toutes ses meilleures idées à d'autres. Mais maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qui rapproche Dune du plus célèbre des jeux de Games Workshop. Et on va le voir tout de suite, et vous remarquerez que contrairement à Mad Max pour notre épisode sur les références précédents, il est plus question de concept que d'esthétique, donc on va faire les choses un petit peu différemment par rapport à cet épisode, mais rassurez-vous, on terminera quand même sur notre petit dessert spécial, à savoir une série d'idées pour des armées qui seraient inspirées par les romans ou les films Dune.
Allez, on commence avec les concepts qui rapprochent les deux univers et on commence un petit peu par le commencement, à savoir le temps qui se passe, tout simplement parce que dans Dune comme dans Warhammer 40 000, on est dans le futur, mais pas n'importe quel futur, notre futur, le futur dans lequel je suis présentement quand vous m'écoutez dans les oreilles, parce qu'effectivement j'ai voyagé dans le temps en enregistrant ce podcast. Au-delà de cette confusion temporelle que je suis en train de créer dans vos cerveaux, il faut effectivement savoir que Dune comme Warhammer 40 000, sont des prolongements de notre monde à nous. Et c'est pas le cas de tous les univers de science-fiction, donc c'est plutôt toujours très amusant et très méta de réfléchir à ça, parce que ça peut pouvoir dire par exemple que Dune en tant qu'œuvre existe dans Warhammer 40 000, puisqu'elle aura été quelque part sauvegardée, peut-être par l'Adeptus Mechanicus, peut-être par des copistes impériaux, je ne sais pas, est-ce qu'ils auraient seulement pu comprendre ce qui se passe là-dedans? Est-ce que ça leur a donné des idées pour nommer un certain nombre de technologies? On peut toujours s'amuser à réfléchir à ça et essayer de comprendre qui est arrivé en premier, mais au-delà de l'aspect méta, c'est un procédé finalement assez intéressant dans le sens où il permet d'ancrer quelque part un petit peu un univers de science-fiction dans le réel, et c'est un procédé d'ailleurs, pour la petite anecdote, qui a un temps été repris par George Lucas dans un des brouillons de Star Wars où il plaçait l'intrigue dans le futur, dans un futur où je crois Ronald Reagan, président des États-Unis, avait continué à exercer au-delà de la légalité, et ça avait donc donné l'empire galactique de Star Wars. Finalement, tonton George est un petit peu revenu sur cette idée, mais ce n'est pas le cas de Dune et Warhammer 40 000, qui donc du coup peuvent se permettre de temps à autre de faire des références, même si on est très 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 loin dans le futur, à notre monde, et ça crée souvent cette espèce d'étrangeté, de bizarreté, et c'est vrai que c'est un des aspects qui est peut-être les plus marquants de ces deux univers, peut-être moins pour Dune que pour Warhammer 40 000, mais ceux qui lisent de la fiction Black Library savent très bien, par exemple dans les bouquins de Horus Heresy, qu'on fait référence à des tableaux, à des œuvres d'art de manière générale, qui viennent plutôt de notre époque, si on considère que notre époque c'est de l'Antiquité à de nos jours, donc ça fait quand même une sacrée époque, mais à l'échelle de Warhammer 40 000 finalement, c'est pas grand chose. Voilà ce qui rapproche les deux univers pour commencer. Un autre élément qui les rapproche factuellement, ce sont les chapitres de Dune qui s'ouvrent par, en fait, souvent des citations ou des maximes. Les citations sont plus généralement celles de personnages qui sont un petit peu extérieurs au récit ou qui commentent a posteriori les événements, ce qui permet souvent en fait de compenser des ellipses. Voilà, parce que peut-être que vous n'avez vu que les films de David Lynch et ou de Denis Villeneuve, mais il faut savoir que dans le roman original en tout cas, la plupart du temps, l'action, les batailles sont plutôt ellipsées, sont plutôt, on les prépare et puis on passe dans un autre chapitre et puis on nous dit, la bataille est terminée et voilà ce qui s'est passé. Mais avant qu'on nous dise tout ça, en tête de chapitre, on a souvent un personnage qui, par exemple, va commenter l'issue de cette bataille et ça va poser le contexte et effectivement, du coup, combler les vides, compenser ces différentes ellipses. Et on retrouve quasiment la même mise en page dans Warhammer 40 000 depuis ses débuts, depuis le premier livre de règles de Warhammer 40 000, Rogue Trader, en 1987, à l'époque où Warhammer 40 000 n'est même pas exactement un wargame, on a déjà ces maximes, ces citations qui vont nous permettre d'enrichir le monde. Donc au-delà de la même mise en page, c'est aussi la même utilité. On place des noms, des époques, des concepts sur lesquels finalement les hobbyistes vont pouvoir se greffer et commencer à imaginer des choses un petit peu à la manière de cette ellipse qu'on nous invite à combler. Alors dans le cas de Games Workshop et de Warhammer 40 000, c'est pas tellement une ellipse, mais c'est plutôt une sorte de vide narratif que nous allons pouvoir effectivement combler en créant nos armées, nos histoires, nos personnages, peut-être des parties, des campagnes autour de ça. Et effectivement, j'imagine que ce fonctionnement en citation et en maxime est clairement copié, récupéré de Dune. Et puisqu'on parle des mots, continuons sur les mots de manière générale, peut-être même la convention d'appellation, la naming convention. Souvenez-vous, je vous parlais de ça dans l'épisode sur comment écrire votre propre fluff, ce concept qui vise à créer une espèce de champ lexical qui va densifier, solidifier votre univers quand vous le créez vous-même. Mais c'est aussi le cas de tous les auteurs, ils passent souvent par là quand même. Frank Herbert et les auteurs de Games Workshop ne font pas exception, et effectivement les conventions d'appellation de Warhammer 40 000 semblent rappeler celles de Dune, notamment pour ce qui est des organisations, on va dire, gouvernementales, entre guillemets, ou administratives du bouquin.
qui, dans Dune, commence très souvent par Bene. Par exemple, on peut citer les Bene Gesserit, vous les connaissez bien si vous avez vu les films, mais il y a aussi le Bene Tleilax qu'on peut aussi mentionner et qu'on va rementionner plus tard dans ce podcast. Tout ça nous rappelle un petit peu les Adeptus dans Warhammer 40 000, l'Adeptus Mechanicus, l'Adeptus Custodes, l'Adeptus Astartes. Il y a une espèce de récurrence de ce terme devant un autre qu'on va retrouver dans les deux univers. Mais au-delà de ce fonctionnement, c'est aussi tout un vocabulaire qui est repris de Dune, notamment le terme d'imperium pour désigner l'Empire galactique. Alors, factuellement, il vient du latin, mais c'est vrai que son utilisation forcément fait penser à Dune, jusque dans des détails vraiment très précis. Par exemple, dans Dune aussi, on parle de l'empereur Dieu, donc c'est pas n'importe quel impérium, c'est l'impérium de l'empereur Dieu au bout d'un certain nombre de romans dans Dune, et effectivement le terme d'empereur Dieu, de God Emperor, est repris dans Warhammer 40 000, vous le savez que trop bien. Il y a aussi des termes beaucoup plus, on va dire, de la vie de tous les jours qui sont repris dans Warhammer 40 000 et qui, à l'origine, viennent de Dune. Il me semble notamment que c'est le cas pour le terme anglais pour les fusils laser, ou les pistolets laser, canons laser, etc. Eh bien, c'est lasgun, L-A-S-gun, G-U-N, mais attaché. Une espèce de néologisme qui permet en fait de désigner un certain type d'armes. Alors elles n'ont pas exactement, même pas du tout le même fonctionnement dans les deux univers, mais on sait que Games Workshop a repris ce terme de lasgun et de lascan pour les canons, etc. Ça ne fonctionne qu'en anglais, je ne crois pas que ça soit exactement équivalent en français, mais ça fait partie de ces petites références que Warhammer 40 000 a été pioché chez Frank Herbert. Alors maintenant on passe aux très gros morceaux, ce sont bien sûr les personnages. Alors quand je dis personnages, les personnages nommés du bouquin, comme ceux qui sont complètement secondaires, voire tierces dans le livre, mais qu'on va retrouver dans les deux univers avec souvent un petit peu la même backstory, la même utilité, les mêmes fonctionnalités, vous allez le voir. Alors l'emprunt le plus évident, c'est bien évidemment les navigateurs. Alors les navigateurs, dans Dune comme Warhammer 40 000, déjà ils ont le même nom, ils ont les mêmes origines mutantes et ils ont la même fonctionnalité, à savoir aider les humains à voyager à travers l'espace. Alors certes, les navigateurs de Dune utilisent l'épice, alors que dans Warhammer 40 000, on a plutôt tendance à utiliser le warp, comme ceux qui connaissent cet univers le savent bien, mais c'est assez amusant de remarquer que, j'ai envie de dire mot pour mot, on a repris ce concept d'un univers à l'autre et on a aussi cette même logique de dépendance vis-à-vis des navigateurs qui sont des familles assez influentes et assez puissantes dans l'Imperium de Warhammer 40 000 et des personnages effectivement eux aussi très cruciaux dans Dune. On pourrait aussi citer les intelligences artificielles ou plutôt les robots, les droïdes qui en sont dotés comme des acteurs majeurs des deux univers. Dans Dune, on a le fameux djihad butlérien qui est en fait une sorte de guerre contre les machines. Et dans Warhammer 40 000, on a quasiment la même chose, sauf qu'on l'appelle la révolte cybernétique, qui préfigure l'Imperium et le temps où effectivement l'humanité est réunie sous la bannière de l'empereur. C'est avant tout cela, des milliers d'années avant tout cela, et on se bat, nous autres humains, contre des êtres à l'intelligence artificielle qui ont quasiment exterminé l'humanité, mais de justesse, nous allons les vaincre et cela va mener à des mesures assez drastiques, dont l'interdiction des IA et des robots dans l'univers de Warhammer 40 000. Si vous ne le savez pas, la plupart en fait fonctionnent avec des morceaux de tissu, de cerveau humain ou doivent être contrôlés à distance un petit peu comme des drones, mais effectivement il n'y a pas d'IA qui pense à proprement parler. On préfère lobotomiser des cerveaux humains comme par exemple ceux des serviteurs pour pouvoir faire des calculs, et on voit effectivement un petit peu la même chose dans Dune, jusque dans les films il me semble, puisque même s'ils ne sont pas nécessairement mentionnés, il y a ce qu'on appelle les Manta ou Mantat, je ne sais plus exactement comment ça se prononce, qui en fait sont des humains qui ont des capacités cognitives assez incroyables et qui vont pouvoir faire des calculs comme des machines et sont peut-être là pour conseiller les différents représentants des maisonnées de Dune ou piloter une guerre, un vaisseau, etc., etc. Donc vous voyez que dans les deux cas, l'intelligence artificielle a été traitée un petit peu de la même manière dans Dune et dans Warhammer 40 000. Bien sûr, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur Paul
Atreides, et celui qui deviendra l'empereur de l'humanité dans Warhammer 40 000. Comme je vous le disais, empereur Dieu, hein, ils ont le même titre et une trajectoire assez similaire, dans le sens où ils commencent peut-être avec de bonnes intentions, mais ils finissent par mettre la galaxie à feu et à sang au fur et à mesure de leurs aventures. Et puis on va voir bien sûr que certains doutent de leur pouvoir, tandis que d'autres les traitent immédiatement comme des êtres divins. Cette dynamique-là, elle est présente dans Dune comme dans Warhammer 40 000, et donc on voit que les deux personnages sont assez similaires, jusqu'à, encore une fois, de petits détails comme l'utilisation par exemple d'un tarot, le tarot impérial dans Warhammer 40 000, qui sert d'outil de divination. Et on notera par ailleurs, puisque beaucoup me l'ont recommandé, qu'un roman de Horus Heresy basé sur le primarque Lorgar, qui est un petit peu le primarque qui tout de suite est persuadé de la nature divine de l'empereur, et par la suite va vraiment être l'un des acteurs de Horus Heresy, dans le sens où il va amener ses troupes à vénérer les puissances de la ruine, les dieux du chaos. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez religieux, et semblerait-il, même si je ne l'ai pas lu, le roman qui lui est dédié reprend quasiment la trajectoire du roman de Frank Herbert, avec l'idée d'un peuple dans le désert qui lui est assez fidèle, avec lequel il va se révolter, etc., etc. Donc on peut dire que dans ces mécaniques narratives-là, les deux univers se rapprochent énormément. Enfin, on peut comparer les fameux Sardaukar avec les Space Marines, alors surtout dans la première incarnation des Marines sous Rogue Trader, encore une fois, je vous le rappelais, 1987. C'est d'ailleurs assez amusant parce que le bouquin à l'époque fait déjà mention de l'Adeptus Custodes, donc les gardes du corps dans l'Empereur, tout comme les Sardaukar dans Dune, mais ce sont plutôt les Space Marines finalement qui ont été influencés par les bouquins de Frank Herbert et un peu moins les custodiens. Enfin, on va le voir, ils se partagent un petit peu les attributs des Sardaukar, mais il faut dire qu'à l'époque, les Marines sont vraiment beaucoup plus développés que l'Adeptus Custodes, et donc logiquement, c'est eux qui vont ressembler comme deux gouttes d'eau aux Sardaukar. Ce sont en effet des enfants enlevés à leur famille et qui subissent un terrible entraînement, très peu survivent, pour se transformer en guerriers surhumains. Cependant, les Sardaukar, contrairement aux Space Marines, ne sont pas génétiquement modifiés, et effectivement, leur style de combat rappelle plutôt celui des Custodes. Je crois qu'il est question notamment du fait qu'ils puissent se battre un peu en triangle, dos, à trois, ce qui n'est pas sans rappeler un petit peu les techniques de combat Custodes, où chaque individu a sa technique de combat, mais dans des cas extrêmes où si le devoir l'appelle ou si le champ de bataille le permet, ils peuvent former des espèces de petites armées à 1, 2 ou 3. Et effectivement, on retrouve un peu cette même philosophie guerrière et cette excellence chez Adeptus Custodes comme les Sardaukar. Par contre, effectivement, le côté enlèvement d'enfants, entraînement extrêmement brutal, ça rappelle plutôt les Space Marines, et surtout dans leur première incarnation, puisque il me semble que les Sardaukar sont entraînés sur une planète qui s'appelle Salusa Secundus, qu'on voit, je crois, dans le premier film de Villeneuve, qui est en fait une planète extrêmement hostile et une planète prison, qui n'est pas sans rappeler en fait les endroits les plus dangereux de l'Imperium, notamment les cités ruches où il y a plein, vous savez, de gangs et de criminalité, ou des mondes barbares, des mondes féodaux, que les Space Marines utilisent pour recruter leurs troupes et en fait transformer ces espèces de jeunes brutes en futurs Space Marines. Il y a vraiment un côté, on prend les pires des pires pour les transformer un peu en les meilleurs des meilleurs, et ça, c'est peut-être pas exactement dit, je crois, dans les bouquins de Dune, mais c'est ce que je comprenais un petit peu de cette logique de planète prison, et ça rappelle effectivement beaucoup les Space Marines, surtout dans leurs premières incarnations dans la V1 de Warhammer 40 000, où ils sont vraiment traités comme des êtres monstrueux et un peu moins valeureux. Il y a un peu moins ce côté chevaleresque qu'on va retrouver plutôt à partir de la deuxième, mais surtout de la troisième édition. Et il y a d'ailleurs aussi un autre petit détail qu'on a tendance à oublier, c'est que les Space Marines ont cette devise, vous savez, ils ne connaîtront pas la peur. Ça a même été longtemps une règle spéciale qui les immunisait au test de commandement, si je ne dis pas de bêtises. Et cette maxime fait beaucoup penser, à mon sens, à la litanie contre la peur. Vous savez, c'est ce truc en anglais, Fear is the mind killer, qu'on entend beaucoup dans les films et bien sûr les romans de Frank Herbert. Je trouve que ça a un petit peu les mêmes sonorités, et je trouve que l'utilisation de cette maxime comme un espèce de cri de guerre, de cri de rassemblement, rapproche là aussi ces deux univers. Enfin, en vrac, on pourrait citer le Bene Tleilax,
dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est une société dans l'univers de Dune complètement isolationniste, mais qui est capable de sculpter la chair et de maîtriser la génétique. Normalement, si vous connaissez un petit peu votre univers de Warhammer 40 000 et notamment de tout ce qui est Horus Heresy, eh bien ça va vous rappeler les cultes de Selenar et pas mal en fait de cultes autour de la génétique qui ont aidé à la création des Space Marines et qui, 10 000 ans plus tard, à l'heure de Warhammer 40 000, eh bien survivent peut-être tant bien que mal. Il y a quand même toujours cette logique de sculpter la chair dans Warhammer 40 000. C'est une espèce d'archétype qui est présent dans pas mal de factions, effectivement, eh bien, autour de la création de personnages transhumains que sont les Space Marines. Mais on pourrait aussi citer par exemple les Eldar Noirs qui eux aussi aiment créer artificiellement des êtres qui sont pourtant faits de chair et de sang. Et un dernier exemple qui nous permet de rapprocher Dune et Warhammer 40 000, eh bien, ce sont les truitesses, ou en anglais les fish speakers, qui en ont à coucher dehors, mais qui sont bel et bien une armée de femmes fanatiques qui est dédiée aux ordres de Leto II, l'un des empereurs de Dune, et l'héritier de Paul, si je ne dis pas de bêtises, qui, vous l'aurez compris après ces descriptions, ne sont pas sans rappeler les sœurs de bataille. Donc voilà pour les mots et les concepts, mais penchons-nous un petit peu aussi sur l'aspect visuel et tout ce qui reste encore aujourd'hui visible sur la gamme de figurines de Warhammer 40 000 si vous allez dans un Games Workshop ou si vous passez sur cet horrible site de la marque britannique. Alors on va commencer par ce qui est peut-être l'éléphant dans la pièce. Je veux bien sûr parler de l'ornithoptère du Mechanicus, à savoir l'archéoptère. Alors c'est peut-être la référence la plus fidèle de Dune, peu importe la version, si on parle du livre comme des films, tant il est repris, ce véhicule, des descriptions d'Herbert ou des films de Lynch comme Villeneuve, dans lesquels on voit effectivement ces fameux ornithoptères qui sont en fait bien, des véhicules volants, mais qui battent des ailes. Un concept finalement assez peu fréquent dans la science-fiction. On a plutôt tendance à avoir des espèces de gros jets ou des espèces d'hélicoptères, de l'antigravité, mais on n'a pas forcément ce mélange bien, de mécanique et de biologique pour ce côté effectivement battement d'ailes. Et c'est vrai que du coup l'Adeptus Mechanicus était parfait pour introduire un ornithoptère au sein de la gamme Warhammer 40 000. C'est sans doute la figurine la plus Dune de toute la gamme, mais on remarquera que la faction, de manière générale, l'Adeptus Mechanicus, reprend assez bien ce qu'on connaît des véhicules de Dune. Alors attention, les véhicules de Dune, on les connaît plutôt à travers les jeux vidéo qui ont pu sortir autour de la franchise et plus récemment des films de Villeneuve, mais en termes de romans, on a assez peu de descriptions sur à quoi ils ressemblent. D'ailleurs, même les ornithoptères, en dehors de leurs ailes, ne sont pas forcément factuellement très bien décrits. Donc c'est un petit peu compliqué de dire « Ah ça c'est vraiment Dune, ça y ressemble », mais c'est vrai que ça ressemble aux interprétations que plusieurs artistes, au fur et à mesure des années, et des jeux vidéo, et des films, et des séries, ont pu donner des différents véhicules qui composent les armées des différentes maisons de Dune. Donc on peut par exemple penser au Scorpius. Vous savez, c'est cette espèce de barge de l'Adeptus Mechanicus qui est antigravité, qui a un look assez grossier, on va dire, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs des interprétations qui sont faites de Dune où on a des véhicules assez balèzes, assez mastoc, et dans le cas des films de Villeneuve, il y a carrément même une influence très brutaliste dans tout ça. Il y a aussi un magos bedonnant et un petit peu flottant qui sert de QG à l'Adeptus Mechanicus qui pourrait rappeler beaucoup un certain baron Harkonnen. Pour aller un peu plus loin, on pourrait parler aussi des figurines qui datent plus ou moins de la même époque, celle du Genestealer culte. Alors ça ne saute pas aux yeux comme ça, mais je crois vraiment que la tenue des néophytes hybrides, qui est la troupe de base de cette armée, est inspirée par Dune, et plus précisément par le Dune de David Lynch. Alors je m'explique, je trouve que leur costume, leur uniforme rappelle en effet les steel suits en anglais ou la distill en français qui est portée par les Fremen et d'ailleurs par d'autres factions pour survivre dans le désert. Vous savez, c'est cette espèce de tenue intégrale que vous portez et qui va recycler votre sueur en eau, etc. Et pas que la sueur d'ailleurs, mais on ne va pas parler de tous ces détails-là un peu rigolos du steel suit. Ce n'est pas forcément l'objet de ce podcast. En revanche, on remarquera effectivement que les protections, l'aspect biomécanique et même des petits détails comme le fameux tuyau dans le nez sont présents sur les tenues
des néophytes hybrides, comme ils sont présents sur pas mal d'interprétations de ce qu'est la distille dans les adaptations de Dune. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais je crois vraiment que la question du tuyau dans le nez, mais aussi pas mal de demi-masques qui couvrent la bouche et le pif, sont des références plus ou moins conscientes à Dune depuis les débuts de Warhammer 40 000, parce qu'il y en a vraiment partout, il y en a toujours eu. Si vous ouvrez Rogue Trader, vous allez voir des illustrations avec effectivement des Space Marines qui ont des tuyaux dans le nez, un petit peu comme notre ami Timothée Chalamet a un tuyau dans le nez sur le tournage du Dune de Villeneuve. Il y a aussi effectivement des têtes nues avec des masques qui vont couvrir la moitié du visage, qui sont pas un peu sans rappeler les interprétations qui ont été faites au fur et à mesure des années. Des Sardaukar, on a pas mal de têtes nues comme ça dans les gammes de Warhammer 40 000, chez les Space Marines du Chaos, chez les Space Marines bien sûr avant ça, et puis aussi même chez les orques, le tuyau dans le nez existe, et puis il se retrouve même jusqu'à un personnage aussi emblématique que Horus dans sa dernière incarnation en figurine, Horus Ascended. C'est vous dire si cette image a fait son petit bonhomme de chemin au sein de la gamme de Games Workshop. J'imagine qu'il y a énormément de petites références visuelles plus subtiles encore que j'aurais manqué, et si vous êtes des fans de Dune et que vous en avez une en tête, n'hésitez pas à poster vos petits commentaires sous ce podcast ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en discuter ensemble. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui, à ma connaissance, va rapprocher Dune de Warhammer 40 000, sans même parler de concepts beaucoup plus larges. On pourrait par exemple étudier la nature très médiévale ou féodale des deux univers. Je vous l'ai dit, il y a les maisonnées dans Dune, et effectivement, il y a un empire galactique dans Warhammer 40 000, mais il fonctionne plutôt comme un empire colonial peut-être du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. C'est très inspiré de toute façon de l'histoire britannique, ou comme un univers un petit peu féodal. Il y a un mélange des deux, mais en tout cas on n'est pas forcément sur un univers qui serait purement de SF. Il y a une inspiration historique dans les deux univers. Effectivement, en cela, ils se rapprochent beaucoup. Cette inspiration historique s'incarne d'ailleurs jusque dans le combat et de la représentation qu'on fait du combat à Warhammer 40 000 avec cette présence de l'arme blanche. J'ai même envie de dire cette omniprésence de l'arme blanche. On se demande un petit peu pourquoi dans des univers de science-fiction on se battrait encore avec des armes de corps à corps, des épées, des haches, et j'en passe et des meilleurs. Mais effectivement, les deux univers ont trouvé une espèce de logique à tout ça. Alors Dune a peut-être une meilleure logique dans le sens où on nous explique que on a des boucliers personnels qui sont tellement avancés que les armes laser, effectivement, n'ont plus d'utilité. Donc il faut revenir à des armes physiques qui vont avoir une certaine fréquence, une certaine vitesse qui leur permettra de passer ce bouclier là où un rayon d'énergie sera tout simplement absorbé par le bouclier. C'est pour ça que notamment dans les films récents de Villeneuve, vous voyez les boucliers comme ça vibrer de bleu à rouge, les fléchettes les passer car elles sont suffisamment lentes, mais on sait que dans les romans, il y a même besoin de passer la lame d'une certaine manière et à une certaine vitesse pour pouvoir contourner les boucliers. Alors, ces boucliers-là, personnels, ils existent à Warhammer 40 000. Je sais notamment que plusieurs personnages de l'Imperium en sont dotés. C'est le cas, effectivement, par exemple des officiers de la garde impériale, mais ils sont quand même quelque chose d'assez peu récurrent, donc c'est pas forcément ça qui explique le besoin de se battre au corps à corps, c'est plutôt je pense la nature brutale et désespérée de cet univers et aussi de ses adversaires, parce qu'effectivement quand on a des créatures qui n'ont que des griffes et qui nous foncent dessus, comme par exemple les tyrannides, on va peut-être avoir autant besoin d'un fusil que d'une baïonnette ou de quelque chose pour nous défendre à très très courte portée. Et là aussi, effectivement, Dune se rapproche de Warhammer 40 000, même si on n'a pas forcément cette logique de bouclier contre épée, par exemple, qui là aussi renforce ce côté médiéval. Donc finalement, tout ça n'est qu'une boucle, tout ça n'est qu'un serpent qui se mord la queue. Et puis bien sûr, on pourrait terminer sur la démesure des deux univers. C'est vrai que même si on a tendance à peut-être moins le voir à travers les bouquins de Dune, on est quand même sur des planètes qui sont très éloignées, on a des factions qui disposent d'un contrôle assez total sur plusieurs planètes, voire des systèmes de planètes, on a du voyage dans l'espace, on a des guerres qui impliquent des armes nucléaires, des milliers de soldats, donc on retrouve finalement déjà dans Dune ce qui fait l'échelle complètement folle de Warhammer 40 000. Bien sûr, comme toujours, le jeu de Games Workshop
à pousser les potards au maximum, mais effectivement, dès leur présentation, on va dire un petit peu générale, les deux univers se ressemblent, et ce qu'on vient de citer là, que ce soit les concepts ou l'esthétique, ne sont finalement que des petits exemples parmi une ressemblance, j'ai envie de dire, presque un petit peu génétique. C'est un peu comme s'ils étaient faits du même bois de toute façon à la base, donc bien évidemment qu'il y a des petites branches qui poussent de ce bois et qui rapprochent les deux univers tant les feuilles se ressemblent. Je ne sais pas si cette métaphore était pertinente, alors je vous propose plutôt passer à la dernière partie de ce podcast, c'est-à-dire la présentation d'armées qui pourraient être inspirées de Dune, à la manière de notre podcast sur Mad Max. On va se pencher sur des projets hobby que peut-être vous allez pouvoir vous récupérer ou peut-être qui vont vous inspirer à créer vos propres projets, qui sait. En tout cas, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et si un jour vous partez sur l'un de ces projets, n'hésitez pas à nous taguer partout pour qu'on puisse suivre votre avancée. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer de Dune pour créer des armées cool à Warhammer 40 000 ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai employé un procédé finalement assez simple. J'ai pris les différentes factions des premiers romans / films de Dune et j'ai essayé de leur apposer à chaque fois une armée bien précise derrière. Et on va commencer, tout seigneur, tout honneur, par Paul Atreides, les Atreides si on le prononce à l'anglaise, et potentiellement leurs alliés, les Fremen, vous allez voir. Alors pour effectivement rentrer dans le vif du sujet, on va y aller doucement avec un régiment de la garde impériale. Oh, c'est très surprenant. République nous propose un régiment de la garde impériale. Oui, effectivement, on ne se refait pas. Et je crois que c'est somme toute un projet assez classique dans lequel on n'aurait pas forcément besoin de plus de conversion que ça, surtout si on s'en tient aux couleurs assez emblématiques des Atreides. Effectivement, on le voit un petit peu dans surtout le premier film de Denis Villeneuve, on a des couleurs assez fortes du côté des Atreides qui ont cette espèce d'uniforme d'un bleu-vert qui est plutôt joli à l'œil, avec des petits détails dorés, et ils ont un logo assez important, qui est le faucon, très stylisé dans les films de Villeneuve, beaucoup moins dans d'autres représentations, où il peut vraiment avoir l'air d'être une bannière médiévale, car effectivement il est rouge dans ces représentations-là, là où il est effectivement doré et assez science-fictionnel, on va dire futuriste un petit peu, dans les films de Villeneuve. Mais je pense que c'est un schéma qui irait plutôt bien à une armée de garde impériale. Donc on pourrait par exemple imaginer des Cadiens qui ont une armure, on va dire, dans un gris assez léger, qui ne serait pas sans rappeler les armures que portent les Atreides dans les films de Villeneuve. Et en dessous de cette armure, on pourrait avoir un uniforme bleu-vert, et puis sur les officiers, les sergents, etc., s'amuser à faire des petits liserés ou à peindre par exemple le revers des manches dans un jaune ou dans un doré pour faire allusion à tout ça, tout en récupérant effectivement le logo à notre compte. Un faucon rouge, un oiseau peint en rouge, c'est je pense quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement sur des planches de décalcomanie officielles chez Games Workshop, mais qui peut aussi être peint, qui peut aussi être personnalisé directement sur des sites. Il y a un certain nombre de vendeurs en ligne qui font ça désormais très bien, des planches de décalcomanie personnalisées, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et j'en profite d'ailleurs, puisqu'on parlait du côté médiéval de Dune, c'est un schéma qui irait d'ailleurs tout aussi bien à une armée Cities of Sigmar pour Age of Sigmar, si on veut plutôt aller du côté de la fantasy, puisque je parle beaucoup de science-fiction ces derniers temps, mais rassurez-vous, on n'oublie pas Age of Sigmar pour autant, et je me dis que ce bleu-vert associé à une armure grise, ou même peut-être métallique, dans le cas de figurines Cities of Sigmar, ça pourrait très bien fonctionner. Et là aussi, le faucon rouge sur certaines bannières, et d'ailleurs il y a pas mal de figurines de bannières dans la gamme Astra Militarum comme dans la gamme Cities of Sigmar. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec les deux univers, avec ce schéma de couleurs qui, à mon sens, est assez frappant. Et alors après, la question c'est de savoir est-ce que ça va pas trop rappeler les Sons of Horus, parce que ce bleu-vert est effectivement assez proche de la Légion qui a osé trahir l'empereur. Donc voilà, attention à vous quand même, ne vous faites pas des ennemis en choisissant la mauvaise teinte de vert. Pour aller plus loin avec cette idée de régiment garde impériale, on pourrait peut-être réfléchir à la composition. Et c'est ce que j'ai fait, donc en me disant qu'on pourrait partir sur de l'infanterie lourde. C'est en tout cas ce que m'inspirait l'arrivée des Atreides dans le premier film de Villeneuve, où on voit quand même que, notamment le personnage de Josh Brolin, il porte une armure assez lourde. Donc, pourquoi pas ne pas partir sur du Kazerkin, donc l'élite des Cadiens,
qu'on pourrait personnaliser ou non, mais effectivement, ils ont une tenue un peu plus importante, donc à ce moment-là, on prend 30 Kazerkin, on a déjà une belle base d'armée, ou alors on pourrait même aller un petit peu plus loin, là aussi l'armure est costaud, celle des Tempestus Scions. Ça peut être vraiment très très cool de partir là-dessus, parce que ça nous permettrait effectivement d'avoir une troupe de base, si vous jouez que Tempestus Scions, qui est une troupe d'élite, une troupe d'infanterie lourde. C'est possible, c'est un peu l'une des options de jeu de la garde impériale, certainement pas la plus populaire à l'heure où j'enregistre ce podcast en juillet 2024, mais je pense que ça pourrait être pas mal pour représenter une force inspirée de Dune, parce que on a envie d'avoir des véhicules volants, et notamment des fameux ornithoptères. Et à ce moment-là, si on part sur une armée de Tempestus Scions, le plus souvent, on a besoin de Valkyries. Donc ce sont des véhicules de la garde impériale, des espèces justement de gros hélicos, transporteurs de troupes, mais qui ont quand même un certain nombre d'armes offensives, un petit peu comme les ornithoptères de Dune. Et à ce moment-là, je pense que ça pourrait être super amusant, de ne pas partir sur le kit de la Valkyrie, mais de partir sur le kit de l'archéoptère tout simplement, et de le peindre plutôt aux couleurs de la garde impériale, peut-être même le modifier en changeant un petit peu les armes, peut-être en modifiant un petit peu certains détails, mais je pense que globalement, son côté steampunk avec effectivement ses ailes en toile ne ferait pas tâche dans un régiment de la garde impériale qui serait inspiré de Dune, et ça coïnciderait vraiment avec le gameplay des Tempestus Scions, et ça vous donnerait une force quand même assez jolie sur table. Je ne sais pas vraiment si c'est la plus performante effectivement en V10, mais voir arriver 3 Valkyries qui contiennent chacune 10 Tempestus Scions ou 10 Kazerkin, ça peut quand même faire son petit effet sur les tables de jeu, vous en conviendrez. Une alternative pour cette idée de régiment garde impériale serait de miser sur le côté Fremen, et à ce moment-là, du coup, de partir sur une armée un petit peu inspirée des Talarn, donc ces soldats du désert, d'une planète désertique, qui n'est pas sans rappeler Arrakis, la planète de désert de Dune. Mais effectivement, les Talarn sont des figurines assez vieillissantes. Elles datent de la V2, elles sont en métal, donc ça peut être un petit peu compliqué. Après, est-ce qu'on peut pas finalement partir du côté Fremen conceptuellement, c'est-à-dire imaginer cette infanterie légère qui va avancer, à pas feutrée, camouflée sous le sable, avec une composition d'armée bien précise. Je pense peut-être à l'utilisation de l'unité de personnage des fantômes de Gaunt, que vous pouvez réinterpréter à la sauce Fremen assez facilement. Ils ont des capes de camouflage, ce sont plutôt des guerrieros, donc vous allez pouvoir jouer sur ce côté harceleur qui vient et repart du champ de bataille, va assassiner l'ennemi, etc., etc. Vous pouvez aussi partir sur les catachants, qui en termes de règles vont avoir la règle scout, ce qui leur permet de se déplacer avant que la partie commence, qui reflète là aussi effectivement ce côté on va dire très à l'aise dans le terrain désertique des Fremen. Et puis on pourrait à nouveau partir sur des Valkyries qui seraient faites à base d'archéoptères de l'Adeptus Mechanicus. Ça me paraît être une bonne idée, reste à savoir un petit peu sur quelle figurine on miserait, et peut-être qu'à ce moment-là, on peut se tourner vers des gammes alternatives ou en impression 3D. Il y a des gens qui font des super talarnes modernisés, c'est d'ailleurs peut-être l'une des rares gammes, on va dire, issues, vous savez, de toute cette offre qui est maintenant pléthorique de figurines imprimées en 3D, qui généralement, je trouve, n'arrive pas vraiment à saisir l'esthétique Warhammer 40 000, mais il y en a une autour il y en a une qui a été créée par... Mais il y en a une qui circule autour des Talarn qui, je crois, s'appelle les Desert Hawks, justement, du coup, les faucons du désert, qui reprend peut-être un peu plus à son compte ce côté Fremen et un peu moins ce côté Laurence d'Arabie des figurines métal de Games Workshop, qui pourrait tout à fait fonctionner avec cette armée. Et si vous avez pas d'impression 3D à disposition, je pense que des gammes d'une autre armée, à savoir les figurines, par exemple, du Genestealer Cult, peuvent facilement être réinterprété, impérialisé, sans changer trop de détails. Il suffit en fait d'enlever les petits détails qui font penser aux tyrannides. Donc voilà, faites-vous plaisir, partez sur des Atreides, partez sur des Fremen, partez sur les deux à la fois, il y a de quoi manger. On parlait du Genestealer Cult, et du coup, puisqu'on en parlait, je pense que partir sur une armée inspirée des Harkonnen, mais attention, des Harkonnen version Villeneuve, serait un bon moyen de lever une grosse force, une grosse armée Genestealer Cult sans trop se prendre la tête, puisque ce sont des kits très détaillés. Après tout, faites-moi confiance, j'ai eu une armée Genestealer Cult, et c'est certainement l'une des armées les plus dures à peindre et à monter, à collectionner, parce que vraiment, ce sont de toutes petites figurines,
extrêmement détaillé et vous en avez besoin de beaucoup pour monter une armée. Mais grâce à notre thème Dune, on va pouvoir un petit peu contourner ça, vous allez voir, en gardant le côté très monochrome, effectivement, des Harkonnen dans les films de Villeneuve. Alors je m'explique, on pourrait par exemple prendre différents noirs et gris et les appliquer à différentes parties des armures, des néophytes, qu'ils soient hybrides, acolytes, etc. Vous remarquerez effectivement que les troupes du Genestealer culte, elles ont toujours une partie solide sur leur armure et une partie un peu plus souple, un peu plus biomécanique. Vous savez, cette espèce de truc un peu inspiré de Giger et de l'Alien, qui donc rappelle quelque part, là aussi, on mélange les références et on en arrive, Giger, Alien, Tyrannide, c'est un culte qui vénère les Tyrannides, ça fonctionne plutôt bien, mais effectivement c'est cette espèce de soutien, de corset un peu, ou de protection pour les jambes, qui est tout strié, un petit peu comme une ruche, ou comme une cage thoracique. C'est ça que j'appelle la partie souple des figurines Genestealer culte. Et c'est vrai que souvent, si on commence à faire le tissu d'une couleur, la partie souple d'une autre couleur et l'armure d'une troisième couleur, on obtient quand même quelque chose d'assez long à peindre pour des figurines dont il va nous falloir des dizaines. Donc, ce qu'on peut faire pour contourner ça, c'est de peindre globalement quasiment tout en noir, mais partir avec un traitement de noir différent. Par exemple, pour l'armure, vous allez pouvoir partir sur une armure laquée, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs des Harkonnen dans les films de Villeneuve. Donc comment vous faites ça? Vous la peignez en noir, vous la sous-couchez en noir, vous n'avez peut-être même pas besoin de repeindre derrière, et vous passez un petit peu de vernis brillant, satiné là-dessus, et ça va lui donner cet aspect laqué. Après, pour la partie souple, effectivement, je parlais de stries, je parlais d'un côté un petit peu alvéolé, un peu à la manière d'une ruche, et bien ça marche très bien avec des brossages. Donc là, vous partez sur un noir de sous-couche, mais vous passez pas du vernis, vous allez plutôt aller sur un côté sec, avec le brossage effectivement à sec, de gris, de bleu, pour obtenir un noir légèrement différent. Et là, la figurine commence à gagner en lisibilité déjà. Ensuite, vous ajoutez peut-être quelques touches de gris, peut-être sur les tissus, ou pour éclaircir les tissus. Il y a aussi souvent des espèces de bandages, des pailles, entre les jambes, etc. Vous pouvez peindre ça avec une touche de couleur, ou vous pouvez complètement rester sur le gris, un autre gris, peut-être plus clair, plus foncé, en fonction de ce que vous avez choisi, pour garder le côté monochrome. Et enfin, on termine avec un autre gris aussi pour peindre les visages. Pourquoi vous emmerder à utiliser les couleurs chères qui sont parfois un petit peu chiantes à utiliser et peu couvrantes? Vous pouvez partir sur un gris très clair et passer un lavis dessus, peut-être, je sais pas, vert, violet, pour avoir un côté effectivement un peu extraterrestre, ce qui convient plutôt bien au Genestealer culte, et un peu malade, comme on les voit effectivement dans les films de Villeneuve. Ces gens n'ont pas l'air en super bonne santé, et effectivement, toute la gamme après tout est faite de chauves un petit peu tordus, donc je pense qu'on reste dans le thème quoi qu'il arrive. Par contre, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de volant. Mais si on est un petit peu malin et qu'on a bossé sa V10, on se rend compte qu'avec le nouveau Genestealer Cult Codex, on a l'occasion d'en récupérer. Comment? En jouant le détachement consacré aux Brood Brothers. Donc ce sont des cultes Genestealers qui ont infiltré l'Astra Militarum tout simplement, et à ce moment-là on peut aller chercher un certain nombre d'unités de la garde impériale. Alors il y en a certaines auxquelles on n'a pas du tout accès, notamment tout ce qui est Tempestus Scion, l'infanterie lourde dont je vous parlais tout à l'heure, mais par contre il est autorisé, j'ai vérifié, de prendre la Valkyrie si je ne dis pas de bêtises, et donc à ce moment-là on ramène à nouveau notre fameux archéoptère de l'Adeptus Mechanicus. Et ça peut être tout à fait cool de le peindre là aussi en noir et en gris et lui donner un look complètement sinistre. Mais voilà, après vous n'êtes pas forcément obligé de jouer des volants pour vous inspirer de Dune, mais c'est vrai que c'est quand même un marqueur assez fort. Peut-être que sinon on peut imaginer des véhicules qui viendraient d'autres gammes ou qui mélangeraient les véhicules du culte Stealer avec, je sais pas, de la garde impériale, peut-être même avec de l'Admech de manière plus générale, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, l'Adeptus Mechanicus et le Genestealer Cult sont sortis à peu près à la même époque chez Games Workshop, et si mes souvenirs sont bons, c'est entre 2015 et 2017, et ce sont les mêmes sculpteurs, dont Darren Lafemme, qui se sont occupés en fait des kits, ce qui fait qu'ils sont tout à fait compatibles entre eux. C'est-à-dire si vous mettez les bras de Skitarii de l'Adeptus Mechanicus sur les néophytes hybrides du Genestealer Cult, ça va tout à fait fonctionner. J'en ai même déjà pu en faire l'expérience, puisque pour mon culte Genestealer, j'étais parti de l'idée d'un culte qui prendrait racine dans un monde forge. Donc il y aurait un mélange finalement des deux gammes. Et effectivement, je peux vous confirmer qu'elles se mélangent vraiment très bien. Donc n'hésitez pas, ça peut renforcer ce côté Dune, ça peut aussi renforcer ce côté Harkonnen avec un certain nombre de figurines qui peuvent être tout à fait démentes, dont notamment ce fameux Magos un petit
peu bedonnant dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va terminer avec nos amis les Sardaukar. Honnêtement, on aurait tort de partir directement sur du Custodes. Ils sont proches des Sardaukar de Dune, mais c'est vrai que c'est la version un petit peu facile de ce concept. Si vous voulez une armée originale, là où il y a besoin de peindre beaucoup moins de figues, et ben vous partez sur du Custodes, et plutôt que de le peindre tout en or, vous le peignez dans un mélange de gris et d'or, puisque je crois que c'est le schéma de couleur officiel des Sardaukar dans les roman de Frank Herbert, et vous avez pu voir dans les films de Villeneuve qu'il n'a pas nécessairement repris le côté doré, c'est plutôt argenté de son côté, mais il y a effectivement ce mélange effectivement de gris, de blanc cassé, avec quelques petits détails plutôt métalliques qui fonctionnent assez bien. Donc voilà, ça c'est si vous avez envie d'aller vite, mais si vous voulez aller plus loin, on pourrait partir sur un chapitre de Space Marine unique que vous pourrez créer en vous inspirant peut-être des noms ou des histoires de l'univers de Dune. On partirait alors sur un chapitre, je pense, de l'Ultima Founding, donc ce sont les chapitres Space Marine qui n'ont été créés qu'avec les Space Marine Primaris, et à ce moment-là, on peut reprendre le schéma de couleur blanc cassé bien mat, qui pourrait contraster avec un or là bien chatoyant, un peu à la manière des Bringers of Judgment. Je ne sais pas si vous voyez ce chapitre, c'est un chapitre successeur des Dark Angel, un chapitre officiel, qui a été introduit relativement récemment, et qui a effectivement les couleurs, alors du coup je crois qu'ils peignent des espèces de flammes en doré sur leur armure blanche, donc c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais en termes de combinaison de couleurs, ça a l'air de plutôt bien marcher. Tapez Bringers of Judgment Space Marine sur Google, et vous verrez peut-être quelque chose qui se rapproche des Sardaukar. En tout cas c'est ce que je vois quand je les regarde, et je me dis que ça pourrait être une bonne base pour créer un chapitre inspiré de tout ça. Après, ce que je verrais bien pour eux en termes de composition, c'est axer l'armée autour d'unités de corps à corps, parce qu'effectivement, c'est plutôt dans la nature de Dune d'aller au combat corps à corps, mais il faudrait quand même, si on s'inspire des films de Villeneuve, virer ce côté gothique, baroque, médiéval, qui est souvent associé aux unités de corps à corps chez les Space Marine. Donc c'est pas facile, mais la gamme Primaris a encore quand même pas mal d'armures qui sont plus proches de l'astronaute ou de la science-fiction de manière générale que du chevalier. Et donc notamment, je verrais bien une armée qui se repose surtout sur les intercesseurs d'assaut ou les intercesseurs à jetpack, voire même du Blade Guard, mais on pourrait imaginer peut-être du Blade Guard sans le tabard, et convertir du coup à partir de marines plus classiques des Blade Guard. Alors ça peut en repousser certains, parce que effectivement on a tendance à voir les vétérans Space Marine surchargés de décoration, mais je trouve que ça pourrait être un bon gimmick de dire bah moi je fais l'inverse en fait, mes Space Marines sont dans une espèce d'austérité totale, ne comptent que leur mission et l'équipement qu'ils utilisent, les décos c'est pour frimer, ça nous ressemble pas. Il y a pas mal de chapitres Space Marine d'ailleurs qui suivent souvent cette doctrine là, et ça peut être intéressant je pense esthétiquement. Moi je vois bien des unités de 3 où vous avez été chercher peut-être les corps des intercesseurs d'assaut, mais vous leur mettez pas des épées tronçonneuses, vous leur mettez quelques épées énergétiques, là aussi vous avez sans doute ça qui traîne dans vos bits, il y a plein de moyens d'en acheter à part, peut-être encore une fois vous pouvez en imprimer en 3D, etc. etc. Vous partez sur des têtes nues avec la moitié du visage masqué, un petit peu comme on voit les Sardaukar être dans les films de Villeneuve, et vous obtenez quelque chose de vraiment pas mal. Alors là, la cerise sur le gâteau serait effectivement de peindre une main rouge, comme on les voit dans le film, en tant que symbole. Alors c'est une main ou c'est... Je crois que c'est peut-être même juste 3 griffures, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas quelque chose de ce genre-là, ce côté symbole de chapitre qui serait pas, on va dire, frappé sur l'armure, mais limite peint avec le sang des ennemis. On pourrait avoir quelque chose d'assez barbare qui trancherait finalement avec le côté assez propre, blanc et doré des figurines. Je me hype un petit peu au fur et à mesure de ce que je raconte, je ne sais pas si ça s'entend, mais je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal, et par ailleurs ça risquerait de vous faire économiser pas mal de sous, parce que c'est vrai que si vous faites une armée avec beaucoup de Blade Guard, vous allez acheter des unités par 3, alors certes c'est rempli de bits, le multi-kit des Blade Guard, mais si vous n'avez pas envie d'avoir les décorations et les poses alternatives, etc., c'est peut-être beaucoup moins cher d'aller chercher en fait des kits d'intercesseurs d'assaut, d'aller chercher des jump packs à côté, et puis vous faire des escouades d'intercesseurs d'assaut classiques, d'autres adjunct pack, et puis avec la troisième boîte, vous faites, il y a 10 intercesseurs, ça fait 3 unités de 3 Blade Guard en fait, vous pouvez faire ça, et vous avez même une figurine pour faire un espèce de capitaine Sardaukar en plus, ça pourrait être vraiment pas mal. En tout cas, moi je pense que ce côté un petit peu... brutaliste, un peu dépouillé des Sardaukar du Dune de Villeneuve pourrait donner naissance à un chapitre Space Marine super intéressant, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner.
Voilà, ça va bientôt faire une petite heure qu'on parle, donc je vais conclure ce deuxième podcast sur les influences de Warhammer 40 000. J'espère qu'il vous aura plu. Je me répète, mais si vous avez vu d'autres références ou si vous avez d'autres idées d'armées inspirées par Dune, on est preneur. Et puis, si vous voulez aller plus loin pour soutenir Land Rider, n'oubliez pas de passer sur son Tipeee, il y aura un lien dans la description de ce podcast. Si vous n'en avez pas l'envie ou les moyens, vous pouvez quand même toujours nous lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit RT par-ci par-là, ça aide grandement l'algorithme à nous faire repérer et donc à recruter de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs, c'est important. Et pour terminer, j'ai 2 petites nouvelles pour vous. La première, c'est que j'ai ouvert un Discord, là aussi le lien sera dans la description pour le Land Rider, comme ça on pourra échanger ensemble autour des émissions, ça sera peut-être plus vivant que par post interposé sur les réseaux sociaux, mais ça vous permettra aussi d'avoir un espace dans lequel parler hobby si vous êtes un petit peu isolé, que vous n'avez pas forcément la chance d'avoir un groupe régulier. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord et à venir vous y présenter, partager vos figurines, vos idées d'armée, etc. Et aussi à réagir aux épisodes en direct. Je ne promets pas de toujours être dans le salon vocal, mais ça pourrait être aussi l'occasion de discuter ensemble en marge des podcasts. Bien sûr, tout cela est gratuit, donc que vous donniez ou non au Tipeee, vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec nous et discuter avec la communauté Land Rider qui commence à être assez fédéré. Et du coup, j'en viens à mon deuxième point, c'était un petit topo sur le AOS Challenge. Le AOS Challenge, pour ceux qui ont manqué l'épisode précédent et qui écoutaient ce podcast en 2024 et pas plus tard, c'est un challenge qu'on s'est fixé pour célébrer la sortie de la 4e édition d'Age of Sigmar. L'idée, c'est de peindre d'ici la rentrée et tout au long de l'été, mais on affinera les dates en fonction un petit peu de là où vous en êtes, pas de panique, de peindre une Spearhead. Alors Spearhead, c'est le nouveau mode de jeu à petit format d'Age of Sigmar qui fonctionne uniquement avec des boîtes, des kits prédéterminés par Games Workshop. Vous achetez une Spearhead et vous pouvez jouer cette petite armée-là avec vos adversaires en tirant un certain nombre de cartes au fur et à mesure d'une partie qui ne dure que 4 tours. Donc c'est un mode de jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux, qu'on avait envie de tester. Et comme une nouvelle édition, c'est toujours l'occasion de se lancer dans un nouveau projet hobby, on s'est dit, on va coupler l'utile à l'agréable en nous lançant ce petit défi de monter, peindre et potentiellement jouer avec une Spearhead d'ici la rentrée. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure en taguant tous vos posts avec le hashtag AOS Challenge et ou à venir partager votre progression directement sur le Discord de Land Rider. C'est aussi ça qui a motivé son ouverture. Donc n'hésitez pas à foncer voir ce qui se passe par là-bas. Et j'en profite pour remercier vivement les soutiens à Tipeee, mais aussi tous les gens qui se sont déjà lancés dans ce fameux challenge. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir votre enthousiasme et ça me motive à continuer ce podcast. J'espère d'ailleurs que le rythme, et plusieurs l'ont souligné, et là aussi je vous en remercie, vous plaît. Voilà, je ne sais pas si on va le tenir tout l'été parce que je risque d'avoir un été assez chargé, mais en tout cas j'espère qu'il sera très beau pour vous, plein de hobbies et plein de soleil, et puis d'ici le prochain épisode, je vous embrasse, n'oubliez pas de nous soutenir, dites-nous tout sur Dune et Warhammer 40 000, et à la prochaine, ciao. Bonus Trax.